mes chers invités, bonjour tout le monde. Donc, ravi de votre présence dans ce séminaire qui s'intitule Perception et approche de management de crise locale de Covid-19. Donc, les chiffres sont sans appel. Le défi est de taille. L'économie mondiale doit se progresser d'un taux de 4% par rapport à une contraction de 4,3% enregistrée l'année précédente. La crise Covid-19 a provoqué la quatrième plus grave récession du monde depuis 150 années passées. La reprise retenue nécessite des mesures de restriction plus strictes pour limiter la contamination et les vaccins doivent se généraliser partout dans le monde et le processus d'accélération des vaccins. Cependant, aujourd'hui, le monde devant une nouvelle propagation de nouvelles souches, de nouvelles générations de virus Covid-19, engendrant plus particulièrement des mesures de restriction plus strictes et plus vigoureuses. Alors, nous sommes devant une crise farouche, donc, et selon les estimations de la Banque mondiale du FMI, la reprise sera lente et timide. Et les estimations de la Banque mondiale et du FMI soulignent que le taux de croissance mondiale s'élèvera à 1,6% jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc la reprise sera trop timide et trop lente. Et aussi, l'aggravation financière très dans le monde, dans les pays du monde, que ce soit un pays développé, que ce soit un pays en voie de développement, que ce soit un pays émergent, donc qui a été engendré par la dette interne et la dette extérieure. Donc la maîtrise de cette crise, de cette tension de crise serait mauvaise. Beaucoup de clameurs et beaucoup de polémiques ont été observées depuis un an par les médias internationaux. Et la problématique nécessite une profonde réflexion et un débat très large des observateurs de la place, des professionnels, des chercheurs, des académistes. Optimiste et un scénario que je peux qualifier de médiane, ou bien modéré, situé à mi-chemin entre les deux. La pandémie, ça fait maintenant plus d'un an que le monde entier vit une situation bien sûr anormale. Une situation très très difficile, dans des conditions très pénibles. Des entreprises, beaucoup d'entreprises d'ailleurs, ont fermé leurs portes, soit définitivement, soit provisoirement. Des salariés sont licenciés. Le rythme du développement a stagné. La création de richesses, le PIB a diminué. Tout le monde a souffert de cette catastrophe, de ce désastre, de ce monstre. Personnellement, et je crois que nous n'avons pas assez de temps pour vous raconter mon expérience personnelle à cause de Covid-19. J'ai été dans un rêve, je suis cimetière avec la jette. Oui, c'est ça. C'est la réalité. La réalité. Donc, vous savez,
la crise Covid-19, c'est une crise qui s'est déclenchée subitement, sans préavis. Et par conséquent, il fallait agir rapidement, avec efficacité. Parfois, même improviser, effiger. Il ne faut pas rester les mains croisées à attendre. Non. Même, là, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Peut-être qu'il y a des praticiens qui sont plus qualifiés que moi pour vous parler de leur expérience en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise, etc. À laquelle on doit prendre des décisions et on doit vraiment agir. Ça soit au niveau collectif ou individuel. Une autre caractéristique de la complexité de la notion de crise, c'est ce sentiment ou cette situation d'incertitude qui est liée à l'environnement où se concrétise la crise et qui génère bien sûr une réalité sociale qui est d'une manière ou d'une autre appréciée différemment. Chacun de nous pourrait voir cette situation de manière différente. Donc l'évaluation de la situation diffère d'une personne à une autre et on va essayer de comprendre le pourquoi de la chose. Et c'est généralement lié à la perception ou la prise de conscience du phénomène face auquel nous sommes. Alors, on saurait se demander quel sens donner à cette situation face à laquelle nous sommes dépend de plusieurs facteurs. Des facteurs qui sont liés à notre expérimentation, à nos sensations, à la façon avec laquelle on voit le monde extérieur. Et là, pour qu'on puisse un tout petit peu faire la conclusion de cette complexité, on a dit que la crise est une réalité sociale face à laquelle caractérisée bien sûr caractérisée par l'incertitude et face à laquelle nous sommes dans une ambiguïté de perception qui est liée bien sûr à l'environnement, à l'évolution de l'environnement et qui génère bien sûr les différentes perceptions qui sont dues à la transition cognitive des interprétations. Et ça, ces différentes perceptions, ils vont conditionner automatiquement la logique d'action. Donc l'action dont on va agir est conditionnée par cette transition cognitive et par la perception qu'on fait à cette réalité sociale. Et là, pour qu'on puisse comprendre ces perspectives et ces différentes perceptions, donc on parle dans la littérature de deux tendances. Une tendance qu'on vient de souligner, monsieur le doyen, une tendance négative et une tendance positive, appelée aussi optimiste. Les gestionnaires s'intéressent aux organisations, aux entreprises. Et cette pandémie a relié les deux, parce que bon, c'est un vase communicant entre, en tout cas, les deux disciplines. Donc, et ça a lié les économistes au même titre que les gestionnaires, les spécialistes des organisations. Alors, pourvu que, bien sûr, que toutes ces mesures qui sont prises aujourd'hui puissent donner une vraie perspective, je dirais, basée sur une réalité qu'on voit aujourd'hui et qui est en train de faire opérer des changements structurels dans toutes les économies. Donc on a le professeur Tourouche parlé, il y a des opportunités aujourd'hui qui s'ouvrent, il y a des nouveaux créneaux qui s'ouvrent, qui se développent au dépend de la crise. Et bien sûr, il y a des métiers qui vont disparaître pour toujours, il y a d'autres qui sont en train d'apparaître, et donc nous sommes en train de vivre une mutation réelle des modes de gestion, d'organisation et d'approche et par les décideurs au niveau du gouvernement et par les gestionnaires au niveau des organisations. Alors, à l'origine, bien évidemment, il y a plusieurs thèses. Il y a ceux qui disent que cette pandémie est issue d'un virus qui a apparu, puisque les premiers cas sont apparus en Chine,
et on ne sait pas encore est-ce que c'est l'œuvre de la nature, c'est-à-dire c'est une mutation d'un virus qui est parti des chimpanzés, en tout cas du monde animal vers le monde humain, ou l'œuvre d'une, je dirais, malveillance de la part d'un certain chercheur qui a fait fuiter donc, un virus en dehors du laboratoire de recherche moléculaire. Et là, tous les laboratoires de recherche de niveau 4, c'est-à-dire la plus haute sécurité des laboratoires de recherche qui travaillent sur la microbiologie, etc., les virologues, la biologie, ils sont théoriquement très attelés à respecter les normes pour qu'il n'y ait pas de risque de fuite de virus, etc., qui est fatal. Et on vit aujourd'hui peut-être les conséquences. Mais ça, dans plus le changement, ça devient difficile à réaliser. Les conséquences et les résultantes d'une dynamique de changement, bien sûr, comme je dis, c'est la résistance, c'est le licenciement, c'est la dépression, c'est l'innovation des fois, et des fois c'est des états d'anxiété. Donc, comme j'ai dit, les types de changement, il y a, si vous voulez dire, il y a un changement qui est séville, qui est imposé, comme par exemple, qu'il y a des causes comme les changements de la turbulence de l'environnement terrestre, comme par exemple la pandémie Covid. Des fois, donc c'est une vocation qui est choisie par le manager. Et ça diffère selon la profondeur, selon le temps et des fois selon le mode d'imposition choisi. Une question d'intérêt, quels sont les mobiles qui poussent par exemple à changer? Donc j'ai dit, des fois c'est des causes externes qui correspondent aux aspects de l'environnement macro, l'environnement politique, économique, social, légal, démographique des fois, et des fois sanitaire, comme notre cas, la pandémie sanitaire. Mais des fois, comme j'ai dit, ce sont des causes internes qui correspondent à la vocation et à la volonté, à la vision stratégique du leadership. Donc, comme j'ai dit, il y a toujours dans la courbe de changement, de la dynamique de changement, il y a une situation actuelle et il y a une situation désirée. La question qui se pose maintenant, quels sont les aspects qui sont touchés par la dynamique de changement? Donc, il y a des aspects selon l'expert changement, il y a des aspects qui sont explicites, comme par exemple la structure ou les processus, et des fois ce sont des aspects implicites, lorsque ça touche les valeurs, ça touche la culture, et des fois lorsque ça touche les tabous. Là, notre cas, par exemple, la pandémie, bien sûr ça touche la structure et ça touche les processus, la manière de travailler. Département insauvable. Vu la nécessité d'assurer la continuité de l'activité notariale qui joue un rôle primordial en matière de transactions, notamment foncières et immobilières, la réouverture en fait dans le strict cadre des mesures sanitaires imprivatives servira principalement à boucler les dossiers en instance tels que les relevés, des compromis de vente. On a vraiment senti vraiment la stagnation par rapport aux autres domaines, ainsi que les transactions immobilières aussi. Les frontières et le mouvement des MRE, parce que les Marocains résidant à l'étranger, on trouve que ce sont les premiers investisseurs dans l'immobilier ici au Maroc, parce que évidemment les MRE n'investissent pas dans l'immobilier à l'étranger, dans les pays où ils vivent, donc ils investissent dans leur pays d'origine. Bien évidemment, nous avons cette culture dans notre MRE et la part de MRE, il faut toujours prendre en considération que la part des MRE dans le pays du Maroc est très intéressante, donc un pourcentage très intéressant, une part très intéressante et dans la balance des paiements, le compte courant de la balance de paiement, on a déjà. D'accord, le compte courant de la balance des paiements et de la croissance économique en général. Et Madame Rizet, d'après, depuis son expérience professionnelle,
évoqué cette problématique de l'arrêt du mouvement des MRE et de non-investissement. Donc, l'absence de l'investissement des MRE, c'est non seulement la fermeture des frontières, mais il y a des gens qui ont perdu leur travail, leur business, leur travail à l'étranger, même ils sont installés dans des pays économiquement parlant très développés et ils ont été touchés vraiment grave. Alors, oui, bien sûr. Je veux juste vous dire, donc vous êtes des jeunes, j'ai la chance d'avoir un staff jeune à l'étude. Par rapport aux plateformes que je parle, c'est pas évident de le faire bien de mon cabinet qui peuvent normalement aboutir et faire le nécessaire. C'est vraiment bien par rapport à vous, parce que vous connaissez la génération par rapport à la génération de maintenant. Oui, bon courage. Merci madame. Donc la journée c'est l'avenir. Quelles sont les provocations en matière de gouvernance dans tous ces secteurs d'activité économique? M. Charabi va nous présenter. المشكلة هي شنو؟ المشكلة ديال الخوف، c'est une peur chez nous, c'est une peur. Alors que normalement, on devrait être un peu hybride entre les deux, c'est-à-dire entre l'opportunité et le risque. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, c'est ça, d'ailleurs, si vous le permettez, j'ai changé un petit peu l'intitulé de mon thème pour dire que le Covid-19, c'est un stimulateur ou un frein. Alors, en notre sens, moi et tout le monde, sans vous bien tarder sur cette analyse, sachez que la pandémie, c'est vraiment une pandémie qu'on a travaillé, et tous les États du monde ont travaillé à la hâte, et on a connu un certain nombre de choses très négatives, à savoir la fermeture, la limitation du minimum du transport, de circulation, confinement de la population. Et là, les fêtes, on était confinés chez nous, psychologiquement aussi, et le royaume aussi, à l'instar de tout ce qui s'est passé au gouvernement. Il a entrepris un certain nombre de choses et il a fait des actions. Alors, sans trop tarder, parce que tous les professeurs ont analysé les choses d'un point de vue économique, il y avait des chutes en termes de matières premières, plus de production, un arrêt de la production aussi, les chaînes d'approvisionnement ont été arrêtées, les managements de risque, on avait une absence de management ou même un gel en termes de management, et j'en passe. Comme j'ai dit au début, j'ai dit que nous, au Maroc, à l'instar de tous les pays, on a entrepris un certain nombre de choses très rapidement. Et il faut passer par la création de commissions et de comités de veille. C'est-à-dire, c'est un comité qui dira à un moment donné, on doit prendre des décisions. Alors, les décisions d'être concrètes, ils doivent être à la hâte et ils vont mesurer l'impact par la suite, l'impact de l'action, l'impact sur la population, l'impact sur l'économie. Les prix ainsi que la rareté de certains produits. Comment vous pouvez expliquer ce constat? Comité d'organisation chargé d'organisation ces événements. Alors on sait bien que le coronavirus a laissé des impacts néfastes sur l'économie nationale. Donc comment le coronavirus a retardé l'implantation de certains projets ou bien programmes lancés par le ministre de l'économie, à savoir par exemple le programme d'industrialisation de la région. Programme industriel de la région. Oui. D'action industrielle, exactement. Donc, bonsoir tout le monde, je me présente, je m'occupe de finalement etc. Je tiens à remercier tout M. Jouali et notre professeur, M. Rachid Kadouki, cher débutant, et je aussi Diouani. Alors, ma question est pour mettre les Shakir, chacun, oui. Et est-ce qu'il y aura une rectification au niveau de la loi de finances 2021 concernant la mesure prise
c'est l'exonération du droit d'enregistrement pour l'achat des immobiliers à usage de la nation. Est-ce qu'il y aura un privo? Est-ce qu'il y aura une autre rectification au niveau de la loi du citoyen 2021, sachant que cette mesure est prolongée jusqu'à 30 juin 2021? La crise, ça d'une part. Mais on a des plans de préparation qui sont préétablis. Par exemple, on a le plan de gestion des catastrophes naturelles. Donc là, il y a des plateformes nationales, des très grandes plateformes nationales, et il y a des plans de préparation. Donc là, le risque, quelque part, il est identifié, et on a des actions qui doivent être mises en place automatiquement. Et je pense que c'est la réactivité en fonction de la nature de l'événement déclencheur. Parce qu'il s'agit de, je sais pas, cynisme ou là. Et ça dépend. Il y a non seulement ça, et il y a d'autres évaluations qui se font en fonction aussi de la nature de l'événement déclencheur. Donc on parle par exemple de. Ça dépend de plusieurs. L'occurrence, il a dit, monsieur le parlé de l'occurrence de l'événement, ça dépend de l'importance spatiale dans laquelle il se produit, ça dépend aussi de l'effet domino qu'il fait, et il y a plusieurs évaluations de fonction. Les comportements, les attitudes en fonction de chaque acteur. Maintenant, la crise, elle est là. Alors, ce qui est évident devant tout événement, tout d'abord de constituer généralement un comité de crise, c'est-à-dire un dispositif qui va permettre de prendre des décisions rapidement. Donc, quand on dit crise, c'est-à-dire qu'il y a déjà deux paramètres importants, l'amplitude, donc la crise, jusqu'à quel point elle frappe, et puis la durée, combien elle va durer dans le temps. C'est des deux paramètres extrêmement importants à prendre en compte. Donc tous les dispositifs qui vont être mis en place devraient normalement prendre en considération les acteurs décisifs, donc qui doivent prendre des décisions et qui sont indispensables pour cette prise de décision. Donc si la crise est une crise sanitaire, on sait très bien qu'elle aura un impact sur l'économie, puisqu'il y a des budgets à mobiliser, etc. Elle aura un impact sur la gestion administrative, et donc il faut qu'il y ait un ministère de l'Intérieur qui va accompagner, etc. Ça va impacter aussi le commerce, etc. dans le ministère du Commerce. Voilà donc le comité de crise, comme il se constitue, qui doit normalement prendre des décisions en fonction de l'évolution de la crise. On n'a pas débuté depuis 2014, mais c'est bien avant. Bien avant, lorsqu'on pensait que le Maroc c'était un pays agricole, par la suite, on s'est rendu compte qu'on a des capacités, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a suivi le programme Émergence, et c'est basé sur un principe qui est innovant, c'est la création des écosystèmes. C'est très simple, une industrie n'a pas besoin d'elle-même. Si on prend le cas par exemple d'une table, oui, l'automobile aussi. L'automobile, elle a besoin de l'industrie métallique métallurgique, elle a besoin d'une personne qui fait les coiffes, elle a besoin d'un artisan qui fait par exemple de la tapisserie, elle a besoin d'un certain nombre de choses très importantes qui rentrent dans le processus de fabrication d'un produit. L'observateur du système productif localisé, soit des classes ou des districts industriels. Ce sont des expériences à l'échelle internationale qu'on peut le transformer ici pour développer la chaîne d'industrialisation. Voilà. Alors, ça c'est un programme d'accélération industrielle à l'échelle nationale. C'est vrai que un certain nombre de villes ont bénéficié du programme d'accélération de l'industrialisation, du programme d'industrialisation marocaine. C'est le cas par exemple de Tanger. Tanger, Casablanca, Haïfa. Et par la suite,
étant donné que la position de la région Sousse-Messat, c'est une position très stratégique, et on vise c'est le centre du Maroc, on vise le sud du Maroc aussi pour un développement, Inch'Allah, qui est en cours de développement, comme vous le savez, la voie du développement de la voie, etc. Alors, en 2018, il y a une première déclinaison du programme d'accélération. Et c'est d'ailleurs la première déclinaison et la dernière. Et pour vous le savez, le programme d'accélération industrielle n'a jamais été décliné dans n'importe quelle région du royaume. La première déclinaison, elle est faite à Agadir, dans la région Sousse-Messat. Maintenant, ailleurs. Ou la déclinaison, c'est un programme avec des outils. Des outils en termes de finances, des outils en formation, des outils en infrastructure, des outils en compétences aussi. L'objectif, c'est de créer des écosystèmes en se basant sur les compétences de la région et en même sur les compétences, c'est-à-dire le savoir-faire et la matière existante dans la région. C'est l'agro-industrie, c'est le textile, c'est le naval aussi et autres. Mais tout de même, pour faire développer ces secteurs, il nous faut quoi? Il nous faut des plateformes, des zones industrielles. On n'avait pas de zones industrielles. On avait quelques-uns, mais ils sont totalement vendus. Parfois, ils sont spéculés. Et c'est pour cela qu'on va ouvrir un nouveau champ aux nouveaux investissements. C'est le cas, par exemple, de la création de la zone franche. Une zone franche, c'est un. L'économie, c'est gestionnaire. J'ai un inflation. Généralisé et durable. Ça, c'est généralisé quand même. Il m'attend d'un produit pendant une semaine. Les produits premiers, le problème de l'inflation, c'est résolu dans tous les pays depuis 15 ans. L'inflation est maîtrisée par ce retour des pays. Ça a l'air de chez nous, depuis la fin des années 90. Parce qu'aujourd'hui, les États ont une quantité de monnaie, l'importation, tout est calculé, il serait légal par 100 kilos à charge. Donc, c'est les choses qui sont. Merci. Voilà. Je cède la parole. Sinon, si par exemple vous dépassez le seuil de 250, jusqu'à 4 millions d'environ, vous allez en demander la moitié de la somme pour l'enregistrement. Ce qui a été instauré. Il faut, vous avez parlé de jusqu'à vraiment, c'est pour le mois de juin. Ce sera normalement la fin de la finance en principe, jusqu'à nouvel ordre en principe. Donc il y aura une autre rectification. Pour l'instant, on ne peut pas savoir. Pour l'instant. Il faut attendre jusqu'au juin, et on verra, et avant le 15 juin, on pourra savoir ce qui se passe, que se va se passer après. Deuxième remerciement, M. Un remerciement également à Mme Rizlan. Et le remerciement à M. Rachid Statoussi. Donc, sans tardivement, oui, merci beaucoup. Sans plus tarder, donc, on va passer à Khadija, on va passer à la remise des attestations à l'échelle de l'intervenant. Je voudrais bien remercier le cher professeur, M. Adel Jouali, Mme Hanat Mouch et M. Rachid Statoussi pour cette belle initiative. J'aimerais aussi remercier les chers intervenants, Mme Chikar, M. Chaladi ainsi que M. Diwali. Et j'aimerais aussi remercier M. Chaladi pour son intervention qui a mis le point sur la bonne gestion de notre pays face à cette crise et aussi sur le fait que nous avons pu développer le secteur industriel. Comme il a dit, peut-être que nous ne sommes pas un pays agricole et la crise est une chance pour se rendre compte qu'on peut développer. On a d'ailleurs la matière grise pour développer notre secteur industriel. Pourquoi pas le sujet dans notre séminaire, Inch'Allah, avant l'avenir.